Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Jacques Djakouti et Abel Rezouia Obadassé. On va parler maintenant du Togo, évoquer les désengorgements des voies publiques, déguerpissement forcé après le 15 février. C'est ce que les autorités togolaises ont communiqué. Ceux qui exposent les articles ou marchandises dans les ruelles et trottoirs sont également concernés, en plus de ceux qui ont mis les conteneurs sur le long des voies publiques. À partir du 15 février 2023, tous les conteneurs, baraques, expositions aux abords des trottoirs et dans les ruelles seront bannis des 117 communes. Une nouvelle qui ne fait pas du tout l'unanimité auprès de ceux qui sont les commerçants. Les réactions sont nombreuses. Beaucoup s'interrogent. Quel est le bien fondé de cette mesure? Où vont-ils être relogés? En tout cas, aujourd'hui, Abel Rezou Badassé, quel regard le politique que vous êtes porte sur cette mesure du gouvernement? Bon, je crois qu'au niveau du PPI, nous avons salué déjà cette mesure. C'est une mesure euh, qui conduit à assainir la ville, à assainir les communes. Je pense que c'est également une mesure sécuritaire. Parce que lorsque nous voyons au niveau toujours de Lomé, et certaines rues, elles sont complètement occupées, obstruées par des concitoyens qui ont installé des conteneurs, des étalages, des ateliers, etc. Et il n'y a plus de trottoirs, donc, ce qui cause d'énormes accidents. Donc aujourd'hui, si l'État a pris la décision de pouvoir désengorger les rues et les trottoirs, c'est une très bonne mesure que nous saluons au niveau du PPI. Mais ce que nous souhaitons, que l'État fasse de la pédagogie autour de cette question, beaucoup de sensibilisation pour amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de cette décision-là prise par le gouvernement. Je crois que il y a des voix qui s'élèvent déjà pour demander un moratoire de 6 mois afin que les concernés puissent se préparer et dégager, dégaper des lieux. Donc nous soutenons également ce moratoire-là qui soit accordé à nos concitoyens pour qu'ils se préparent à mieux quitter. Parce qu'il y a des gens qui ont contracté des prêts pour s'installer. Aujourd'hui, ils sont talonnés par des microfinances. Ils doivent également honorer leur engagement vis-à-vis de ces microfinances-là. Donc, en dehors du travail de pédagogie, il faudrait accorder un moratoire de 6 mois, comme l'a dit l'association de services pour ses concitoyens. Jacques Djakouti, comment appréciez-vous la décision? Pour vous, il est temps finalement que les voies publiques soient libérées à Lomé dans les grandes villes du pays pour faciliter la circulation? Bon, vous savez, c'est une bonne chose d'assainir les villes. Autre chose est de prendre les dispositions. Aucun Togolais ne vous dira qu'ils sont contre ce que le gouvernement veut faire, mais l'aspect c'est où redéployer par exemple nos frères, nos sœurs qui occupent déjà ces voies-là. Où est-ce qu'on va les amener? C'est ça le problème. Je crois que si l'État, je serais par exemple à la place de l'État, je devais d'abord aménager les sites. J'aménage un site avant de demander à ces populations, à ces frères, à ces sœurs qui sont sur ces voies-là, d'aller les occuper. Je prends le temps pour observer, pour voir si les gens ont vraiment exécuté ce que l'État s'est dit par rapport à ces populations-là. Parce qu'il ne sert à rien de dire aux gens de quitter les voies. Les gens vont quitter effectivement les voies, mais ils vont aller où après? Vous allez voir que la plupart vont repartir par exemple dans leur quartier. Et vous allez voir les quartiers deviendront également une source d'insécurité. Parce qu'on parle des voies publiques. Samuel, si je suis dans mon quartier, dans mon coin, je place mon conteneur, on va venir me renvoyer. C'est ça le problème. Donc je crois qu'il faudrait d'abord, moi je serai à la place de l'État, je cherche d'abord un lieu. Dans chaque, par exemple, commune, on essaie d'identifier un lieu et on demande maintenant à ces populations d'aller. Parce que déplacer, par exemple, un conteneur, ce n'est pas le fait d'aller casser un hangar. Parce que déjà, pour avoir ce conteneur-là, il faut compter dans l'ordre de 800 000 pour pouvoir effectivement avoir un conteneur. Et déplacer ce conteneur également, c'est des frais également.
est-ce que l'État est disposé à donner des frais, par exemple, à ceux qui vont déplacer ces conteneurs-là du point A vers le point B? C'est ça le problème. Donc je crois que c'est vraiment un épée de Damoclès sur la tête, effectivement, de ceux qui ont ces conteneurs. Mais l'État a l'obligation de protéger les populations. C'est vrai que ça constitue une source d'insécurité dans le pays, il faut le reconnaître. Mais autre chose est que l'État puisse protéger ses populations. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si aujourd'hui, par exemple, le chômage a un peu diminué, c'est parce que certains trouvent effectivement quelque chose leur dû dans ces conteneurs. Mais si vous dites, par exemple, à des gens-là de dégager leurs conteneurs, les amener où, ça serait également un autre problème. Vous allez voir que aujourd'hui, depuis que l'État a donné effectivement le temps pour que les gens puissent effectivement dégager ces conteneurs, écoutez un peu les gens. Les gens vous diront, ah, si c'est comme ça, le vol encore va recommencer. Les braquages vont commencer. Mais je crois que ça aussi, il faudrait que les populations comprennent. Je ne pense pas qu'un État soit là pour créer des difficultés, des problèmes à ces populations. C'est parce que l'État a vu, juste, que parce que, vous savez, la sous-région vit actuellement une insécurité totale. Et qui parle d'insécurité, les gens peuvent se cacher derrière ces conteneurs-là, commettre des forfaits, et l'État ne saura pas. Autre aspect, Samuel, vous savez, ce n'est pas seulement les conteneurs-là qui constituent des sources d'insécurité. Vous prenez aujourd'hui les gares routières sauvages qui se créent dans nos quartiers, où l'État n'a pas le monopole. L'État n'a pas le contrôle de ces gares. C'est-à-dire que quelqu'un quitte par exemple le Burkina, dès qu'il rentre dans la frontière, dès qu'il quitte la frontière du Togo, il rentre par exemple au Togo, il descend dans un quartier, il n'y a plus de suivi. Vous ne suivez pas cette personne, vous ne savez pas où la personne va, qu'est-ce qu'elle va faire. Moi je crois qu'il faudrait que l'État puisse penser également à et organiser également ce secteur. Parce que c'est un secteur également d'un source de sécurité. Dans chaque quartier de Lomé aujourd'hui, il y a les gares routières. Et ce n'est pas les moindres, hein, c'est des bus qui viennent d'ailleurs, quand on voit des gens, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et après, bon, dès que les gens descendent, il n'y a plus de traçabilité. Donc je crois qu'il faudrait également que l'État puisse également organiser ce secteur. L'autre secteur, vous allez voir également dans les quartiers aujourd'hui, il y a des maisons abandonnées, Samuel. Il n'y a personne. Des maisons construites peut-être dans les années 1980, 85. Il n'y a personne dans ces habitations-là. Vous allez voir seulement quelques jeunes les nuits qui vont là-bas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font. Et après, on dit qu'il y a les sources d'insécurité. Tout ça, là, ça constitue également une source d'insécurité. C'est bien de faire déguerpir nos compatriotes des voies effectivement publiques par rapport à ces conteneurs. Mais l'autre aspect, c'est d'essayer de les déployer quelque part pour qu'ils puissent effectivement continuer leur commerce. C'est vrai que certains ont demandé un moratoire. Même si vous demandez le moratoire, Samuel, vous n'arrivez pas à trouver des endroits pour ces personnes. Mais je ne vois pas en quoi va rimer le moratoire. Moi, je serai à la place, par exemple, de ceux qui demandent le moratoire. C'est que nous allons assister l'État de trouver un endroit pour qu'on puisse effectivement redéployer ces gens-là. Et l'autre aspect, quand on parle du conteneur, le conteneur, ce n'est pas le grand marché. Où bon, on sait que quand on va, c'est le grand marché, on peut acheter. Dès que tu quittes ton lieu, là où tu étais, pour aller t'installer encore quelque part, pour que les gens sachent que tu es là-bas, ça va encore prendre du temps. Alors, je vous lis la réaction d'un concitoyen qui dit, si on ne fait pas attention, un jour, ces gens, entre guillemets, l'État, vont nous dire de payer pour l'air qu'on respire au Togo. Même dans les plus grandes villes comme Accra, au Ghana, il y a des baraques, conteneurs, genre, ce sont les conteneurs qui font que Lomé n'est pas joli ou quoi. Alors, finalement, est-ce qu'au niveau de l'État, on a suffisamment expliqué pourquoi on demande aux gens de replier leurs conteneurs et autres marchandises? Voilà, c'est ce que moi j'appelle, je disais, de faire de la pédagogie autour de la question. Parce qu'il faut sensibiliser les gens sur la nécessité, bien sûr, le bien fondé de la décision prise par l'État. Il y a certains, pour eux, c'est normal, parce que c'est la voie publique, il est citoyen togolais, il peut l'occuper comme il veut. Donc, il ne comprend pas, au-delà de l'occupation, quels sont les dangers auxquels lui-même il s'expose, et bien il expose les autres. Donc, il faut faire de la pédagogie autour de la question pour que les uns et les autres comprennent la nécessité de pouvoir libérer ces lieux-là. Et comme l'a dit Jacques tout à l'heure, que l'État puisse trouver une solution intermédiaire en cherchant un site pour loger les citoyens. Bon, oui, c'est vrai, moi je suis d'accord par rapport à ça. Mais est-ce que
dans chaque quartier maintenant, on n'aura pas alors un marché. Est-ce que ce marché-là serait un marché viable? C'est comme on déplace un problème d'un lieu à un autre. Donc, ce que moi je souhaite, c'est que l'État puisse donner un temps à nos concitoyens de pouvoir mieux se préparer, pour pouvoir chercher des boutiques. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir... Il y a des boutiques qui coûtent très cher. L'État peut aider en fixant, par exemple, ou bien en donnant un plafond au niveau des boutiques. Lorsque quelqu'un veut prendre une boutique, voici telle caution. Si nous sommes dans un milieu urbain, voici la caution à payer si nous sommes dans un milieu rural. Ils ont fait ça pour les loyers, ça marche pas. Je crois, mais ça n'a pas, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Les 10 mois, les 12 mois continuent d'être réclamés Il n'y a pas eu de suivi. Donc, aujourd'hui, l'État doit réellement sensibiliser beaucoup sur la question. Sinon, il sera difficile qu'après le 15, de faire déguerpir les gens. Très difficile. Est-ce que le problème, ce n'est pas en amont les mairies qui n'arrivent pas? Parce que du jour au lendemain, on voit les conteneurs s'installer. Et pire encore, les mairies viennent collecter les taxes et autres. Oui. Est-ce que ce n'est pas ces mairies-là qui ont du mal à contrôler l'installation de ces conteneurs-là? Oui, le problème, vous l'avez touché du doigt, Samuel. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'on donne l'ultimatum aux gens de déguerpir le 15? Mais les gens continuent toujours par fabriquer les conteneurs et les installer toujours. Et la mairie vient percevoir les taxes. Comment vous pouvez comprendre ça? Ouais, donc je crois que quelque part, il faudrait aujourd'hui, contrairement à ce que l'autre disait tout à l'heure, moi je crois que si c'est un marché à conteneurs qu'on veut créer dans les quartiers, que les mairies s'en occupent et que les mairies contrôlent. Moi je crois que ça c'est mieux. Si aujourd'hui on va dire que tous ceux qui sont par exemple dans ces conteneurs, d'aller chercher par exemple une boutique, ils vont trouver les boutiques là-haut. Nous ne pourrons pas les trouver. Et aujourd'hui qui vous dit boutique au Togo, c'est pas moins de 110 000 pour avoir peut-être une petite pièce pour vendre. Mais vous vous déplacez, vous allez là-bas, vous allez vendre quoi? Déjà votre déplacement, peut-être que ce que vous vendez dans ce conteneur-là, par mois ne suffit même pas pour payer peut-être cette boutique. Non, je crois que tout dépend de la vision de l'État et tout dépend également de la vision des mairies. Si aujourd'hui les mairies, c'est vrai qu'il n'y a plus de terrain vide quelque part où on peut dire, bon, venez installer vos conteneurs, mais je crois que si on laisse la latitude à chaque mairie de s'organiser par rapport à ces conteneurs, je crois qu'une issue sera trouvée à ce problème-là. Parce que, quoi qu'on dise, Samuel, quand vous prenez par exemple l'axe Adido-Gomé, pour aller vers la douane de Ségué et autres là. Vous avez vu qu'entre-temps, on a dégagé les gens. Et on a dit non, bon, qu'on veut embellir là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les gens sont encore revenus. Donc c'est pour vous dire que quelque part, ce que vous disiez tout à l'heure, même si on dégage les gens, peut-être que ça peut faire l'effet de faille, de paille plutôt. Oui. À un moment donné, peut-être les gens vont revenir. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir dégager les gens et ne pas embellir, par exemple, cette tourtoir-là où les gens ont quitté. Il faut faire comprendre à nos populations le bien fondé, le fait de pouvoir qu'ils dégagent. Immédiatement, quand ils dégagent cette voie-là, il faudrait que l'État s'en occupe. Si l'État ne s'en occupe, parce que la nature aurait du vide. Parce que lorsque les gens vont constater que les gens sont partis 2 mois, 3 mois, il n'y a rien, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont revenir. Les gens vont laisser les conteneurs, mais les gens maintenant vont vendre à ciel ouvert. Parce que c'est le conteneur qui crée problème, non? Mais si les gens vendent à ciel ouvert, vous allez dire quoi? Ça, c'est un conteneur. Donc je crois que tout dépend de ce que l'État veut faire. Si les gens déguerpissent, il faudrait que l'État occupe effectivement cette trottoir. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, ça s'est produit dans la commune d'Aguenivé 1, où il y avait une dame qui vendait au bord de route, qui a été littéralement ramassée par un autre véhicule, un véhicule conduit par une autre dame. Alors, tout cela aussi, il faut que ceux qui occupent les abords des voies comprennent que, et moi je vous donne un autre exemple, un terrible accident qui s'est produit dans la descente de Djaglé, un camion qui a ramassé tout ce qui était sur son passage parce que les gens étaient aux abords des routes. Il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a une question de sécurité, leur propre sécurité qui est en jeu. Justement, cet accident de Djaglé, c'est juste à côté de moi, à proximité de là où j'habite. Donc, j'ai été le témoin au cœur de cet accident et vraiment, c'est à partir de là que je comprends que c'est très important de pouvoir libérer les voies parce que c'est pour sa propre sécurité. Aujourd'hui, la plupart des accidents
de circulation implique également ceux qui occupent de façon illégale, de façon sauvage, les trottoirs et les rues. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut sensibiliser les concitoyens pour qu'ils comprennent la nécessité. Parce que si tu fais, c'est vrai que tu vas faire le commerce, mais ta vie, qu'est-ce qui est plus important? Mais il faut sauver d'abord ta vie avant de pouvoir faire le commerce. Je disais que je pensais à ce que je ne sais pas si c'est l'État ou bien c'est la Chambre du commerce qui a fait de petits kiosques au niveau de Togo, de la foire Togo 2000. Oui. Il y en a encore au niveau le long de la clôture de l'université. Il y en a également dans la ville de Kara. Je pense que c'est une solution également. L'État peut installer ces kiosques-là et les céder aux concitoyens qui auraient été repérés comme s'étant installés sur des trottoirs qui ont un commerce un peu viable. L'État peut les reloger ou bien les réinstaller dans ces kiosques-là avec un loyer acceptable. Donc, c'est possible. Et c'est aussi le rôle des mairies de s'en occuper de ça. Donc, nous appelons l'État non seulement à sensibiliser les populations, mais à pouvoir installer des infrastructures pour accueillir également nos frères et sœurs qui sont dans ces commerces au niveau de nos trottoirs et rues. Mais il faut bien voir que nous avons des tenanciers de bars qui exposent les clients en pleine rue. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, c'est la sécurité ici qui est primordiale. Je pense que l'État doit agir en donnant d'abord un moratoire aux concitoyens et en trouvant une solution intermédiaire pour que ces gens-là ne puissent pas rester à la maison. Mais c'est un dialogue, disons, de sourds entre l'État et les concitoyens parce que eux, ils ne regardent que leur commerce, ils veulent vendre, ils veulent se nourrir et ne comprennent forcément pas les impératifs de l'État. Non, je suis d'accord avec vous, Samuel. Je vous donne un exemple concret. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Agbenepedo Groupe C. Oui. Vous voyez derrière l'école, il y a des bonnes femmes qui ont installé des conteneurs qui puent le foufou, derrière, tout juste derrière les costras de l'école. Vous comprenez? Et à côté de ça, des gens vendent surabi. C'est-à-dire, dès que les enfants sortent, ils prennent foufou. Il y a certains qui s'amusent à aller là-bas. Vous voyez, ce genre de choses, l'État ne peut pas tolérer. Au même moment, les enfants sont en classe et les bonnes femmes sont en train de piler foufou. Finalement, vous voyez que et le bruit que les mortiers, les pilons la font, et ce que l'enseignant fait, finalement, l'enfant choisit quoi? L'enfant choisit le pilon et le mortier. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faudrait ça. On ne peut pas dire à l'État que l'État ne doit pas sévir dans ce cas-là. C'est vrai que le ministre Kokoroko en a parlé. Je crois que ce cas-là, il faudrait effectivement qu'on puisse aider l'État. Ça, je crois qu'en tant que concitoyens, nous pouvons quand même aider l'État dans ce sens. Parce que nos enfants ne vont pas à l'école seulement pour manger, mais les enfants vont également à l'école pour apprendre. Et l'autre aspect, vous savez que les conteneurs, là, lorsque par exemple les femmes la quittent, les soirs, les gens vont faire autre chose là-bas. Oui. La chicha dont on parle, la drogue et tout, les gens rentrent dans ces conteneurs-là pour fumer. Et l'autre aspect, il y en a même qui font des choses ignobles dans ces conteneurs-là. Parce que les filles de joie, là, c'est là-bas qu'on les amène autant pour moi. Donc je crois que c'est des choses, lorsqu'on on explique aux populations, les populations vont comprendre. Parce que je le disais tout à l'heure, je ne vois pas un État qui veuille effectivement du mal à sa population. Pas du tout. Tout dépend de ce que l'État met dans la balance par rapport à ces conteneurs-là. Si l'État dit, écoutez, il y a les marchés, nous allons vous aider à trouver des places dans ces marchés-là, c'est vrai. Vous vous rappelez qu'entre-temps, il était question qu'on dégage, par exemple, le marché des tomates au niveau de Dorato pour les amener vers Kilkamé. Vous voyez que le bruit que cela a fait finalement, on a donné un moratoire à ces commerçantes. Donc c'est pour vous dire que avant que l'État ne prenne des dispositions pour pouvoir déplacer les gens, il faut faire également l'étude du marché. Est-ce qu'il y a la rentabilité? Lorsque ces bonnes femmes-là vont aller vers là-bas, est-ce qu'elles vont vendre? Parce que prenez par exemple, prenez le cas de là où on dit qu'on amène les femmes là. Mais c'est l'université qui est là-bas. Les étudiants là vont acheter des tomates pour faire quoi? Donc je crois qu'à un moment donné, lorsque l'État veut faire par exemple certaines choses, il faut que l'État prenne effectivement les dispositions, donner la chance aux gens d'étudier le milieu, avant de pouvoir agir. Parce que la plupart de ceux qui viennent, par exemple, acheter, vous voyez, des tomates, des tomates,
ces tomates-là, ils viennent du Bénin. Oui. Ils viennent par exemple du Ghana. Ils viennent du Burkina. Vous voyez, regardez quelqu'un qui quitte par exemple le Hilakonji, qui va traverser toute la colline de l'hôpital avant d'aller vers Kilkamé. Vous voyez que c'est un problème. Oui. Donc je crois que tout dépend. Il faudrait que l'État puisse voir ce qu'il faut faire pour nos sœurs et nos frères qui sont dans ces conteneurs-là, parce que c'est très important. Parce que je vous dis, si on ne sait pas régler ce problème, nous allons plutôt encore rajouter encore un autre problème qui ne pourra pas nous aider à nous en sortir par rapport à l'insécurité. Deuxième sujet sur le Togo, on va parler maintenant du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT. Ça a été organisé dans plusieurs préfectures, mais le chef de l'État était le samedi dernier à Tchévier pour assister à la clôture donc justement de ce FOPAT organisé sous forme d'ateliers thématiques sectoriels et sanctionné par une session de dialogue direct entre les acteurs du monde agricole et le chef de l'État. Le FOPAT s'inscrit dans la vision d'une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusifs permettent de dégager des approches consensuelles. L'agriculture, on le sait, occupe la plupart des populations togolaises, au moins 60 à 70% de la population active est dans l'agriculture. Nous devons nous nourrir nous-mêmes, vivre de nos activités agricoles, subvenir à nos propres besoins et ceux de nos familles pour mieux investir dans le développement économique du pays. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a martelé cela au cours de ce forum. Alors, ça sonne un peu, Abel Rezou, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, au Sénégal, il y avait ce qu'on appelait le plan REVA, retour vers l'agriculture. On a l'impression que dans la dynamique des autorités togolaises, il faut revenir justement vers l'agriculture pour impulser le développement. Oui, bon, je crois qu'aucun État ne peut se développer, surtout quand on prend les États africains, surtout les États ouest-africains, sans le secteur, sans apporter un plus au secteur agricole. Je crois que les autorités togolaises sont dans cette dynamique-là. Comment faire pour développer le secteur agricole, qui est un secteur moteur qui occupe actuellement plus de 60% de la population active. Donc c'est très important que de ces forats-là soient organisés afin de pouvoir échanger avec les acteurs, les différents acteurs de la chaîne de production agricole. Donc ce dernier qui a été organisé, moi j'ai également apprécié la forme. Mais quant au fond, j'ai un peu des inquiétudes parce que lorsque je me réfère aux différents projets agricoles que le Togo a eu, c'est surtout ce ministère-là qui a eu d'énormes projets, qui a reçu d'énormes projets, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas eu de reddition de comptes. On ne sait pas comment ces projets-là ont été gérés, quel est le résultat de chaque projet, on n'a pas situé les citoyens. Donc, aujourd'hui, si ces forums-là qui sont organisés sont des espaces d'échange, de partage d'expériences, ces forums-là peuvent contribuer un tant soit peu à booster le secteur agricole. Je pense que cela va donner un souffle à l'économie togolaise qui est aujourd'hui essentiellement agricole. Est-ce que vous pensez que lorsque le chef de l'État va dire ça dans un forum consacré à l'agriculture, nous devons nous nourrir nous-mêmes, c'est pour lui une façon de dire jusqu'à présent nous faisons ce que nous pouvons, mais on n'arrive pas à vivre de notre agriculture? Le problème, c'est que l'agriculture n'est pas développée. Tout le débat à ce niveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez le forum de Dapaon. Oui. Vous avez suivi un peu ce que cette dame-là égrenait comme chapelet de revendication. Elle a dit que c'est les mêmes problèmes qui reviennent à chaque forum. Ouais. C'est pour vous dire que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Si un ministère dans ce pays qui a englouti plus de millions et des milliards, c'est le ministère de l'Agriculture. Et qu'on dise, Samuel, que le chef de l'État se déplace dans un forum d'Apaon et qu'on dise on a besoin de l'eau. On a besoin des intrants. On a besoin de ci et de ça. On revient encore à Tchévier. Qu'on dise, on a besoin de ci. On a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est les mêmes revendications, les mêmes demandes qui reviennent presque dans toutes les localités. Donc je crois qu'à un moment donné, je serai par exemple à la place du président, je vais annuler ces forats-là. J'annule les forats
et je descends sur le terrain. C'est-à-dire que pour rencontrer les gens d'une façon individuelle, vous comprenez? Je vais vers les paysans qui sont dans les champs. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, Samuel, le Togolais, quand vous prenez par exemple le paysan togolais ne demande pas grand-chose. Le paysan togolais veut qu'on puisse lui mettre à sa disposition l'engrais à des moments donnés. Le paysan togolais a besoin aujourd'hui, lorsque par exemple, il y a la saison sèche, que dans certaines localités, on puisse créer des barrages et que ces barrages-là servent à ces populations-là de pouvoir arroser leurs champs. Le paysan togolais veut, lorsque par exemple, il arrive à récolter son maïs, à récolter son mil, à récolter par exemple ses ignames, qu'il puisse effectivement les convoyer et les écouler. C'est tout ce que le paysan togolais demande. Aujourd'hui, on les met dans les salles climatisées et certains sont là, ils dorment et lorsqu'on parle, c'est quand certains se réveillent et quand ils apprennent que ceci a été dit. Donc vous voyez, donc je crois qu'à un moment donné, je serai à la place du président. Moi, c'est ce que je vais faire. J'annule ça et je descends effectivement directement sur le terrain avec les paysans. Et on essaie effectivement d'échanger. Et lorsqu'il va échanger avec ces populations, je vous dis, il y a des choses, Samuel, que le chef de l'État va apprendre à entendre. Parce que lorsqu'il se retrouve dans ces forats, les choses sont préparées avant qu'il n'arrive. Vous vous rappelez, il a dit quelque part qu'il n'a pas besoin des applaudissements. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Donc c'est parce qu'il sait. Le président Faure Gnassingbé n'est pas naïf. Il sait qu'il y a certaines choses, les gens soufflent ça dans les oreilles des gens avant de pouvoir le dire. Je me rappelle au cours d'une rencontre dans une localité dont je préfère taire le nom, quand le président est arrivé, le paysan ne savait même pas que c'est le président. Oui, il ne savait pas. Et après, il a demandé, mais quels sont ceux qui sont derrière ce monsieur-là comme ça? Que le monsieur-là, est-ce que c'est un voleur? On dit non, c'est le président. Ah, vous voyez, lui, il dit que c'est sur les photos que lui, il n'a jamais vu physiquement comme ça. Ouais, donc, quelque part, les gens, je vous dis que si le président Faure Gnassingbé prend sur lui de pouvoir visiter les paysans qui font les cultures des maïs, de l'alana, du mil, du sorgho, de l'igname un peu partout, je vous dis que lorsqu'il va écouter, par exemple, les doléances de ces gens-là, il va les satisfaire directement. Vous avez vu qu'à Tchévier, il a visité des stands. C'est une très bonne chose. Oui. J'ai vu une dame là qui parlait avec le président, et à un moment donné, la dame là était contente parce que je crois qu'elle a soufflé quelque chose dans l'oreille du président, même si elle disait que même si cela n'a pas été fait, au moins elle sait que... Elle l'a dit. Elle a dit. Oh, qu'est-ce que l'homme veut? C'est tout ce que l'homme veut toujours, qu'on puisse avoir l'attention pour lui. C'est-à-dire que lorsqu'il a quelque chose dans le cœur, qu'il puisse l'exprimer. Même si tu n'arrives pas à le satisfaire, déjà, le fait qu'il a vidé son cœur, cela le suffit. Vous voyez, donc je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture togolaise a besoin effectivement d'être soutenue. Il faut reconnaître que beaucoup de millions et des milliards ont été engloutis dans ce ministère. Mais jusqu'à présent, c'est la même chose qu'on rencontre. Mais la question reste quand même posée. On a vu le forum, on voit donc, on a vu le président d'Apaon, on l'a vu à Tchévier. Il y a donc cette volonté pour lui de faire de l'agriculture ce moteur de développement. Mais moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui manque pour que cette agriculture décolle? C'est vrai que Jacques Diakouty a dressé un peu un tableau de la situation, mais très concrètement, c'est la volonté politique ou qu'est-ce qui manque? Non, c'est la volonté politique. Lorsque un ministère reçoit, comme le ministère de l'Agriculture reçoit des millions et des millions dans des projets, mais quel est le suivi? Quel est le suivi qui est fait? Je pense que c'est là le problème. Nous avons des projets qui arrivent avec des millions pour développer l'agriculture, bon, le riz, le secteur du riz, etc. Bon, quel est le suivi, enfin? Il n'y a pas de reddition de comptes. Le citoyen ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds. Nous attendons seulement qu'il y a eu un séminaire organisé ici, on achète des voitures, on écrit le nom des projets dessus, et c'est fini, le projet s'arrête là-bas. Donc, s'il y avait une volonté politique de suivre réellement chaque projet qui arrive au ministère de l'Agriculture, je pense que au moins, si le projet est exécuté, les projets qui sont arrivés, chacun était exécuté à 50%, je pense qu'on ne serait pas ici à rappeler les mêmes problèmes. Vous savez qu'à Tchévier, le président de la République a félicité le ministère de l'Agriculture pour l'évolution dans laquelle il s'est engagé pour tenir les objectifs fixés par le gouvernement. Donc, le président de la République est très content de son ministre. Hein?
Mais si on est content, on va dire encore qu'il faut que notre agriculture nous nourrisse. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette agriculture ne nous nourrit pas. On fait des efforts avant de vivre. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, les discussions au niveau de ces forats-là doivent aller dans le sens du développement. Qu'est-ce qu'on doit mettre à la disposition du paysan? De quoi le paysan a-t-il besoin aujourd'hui? C'est ça. Il faut qu'on laisse tout ce qui est projet, tout ça là. Il faut aller à la rencontre des acteurs concernés, les paysans eux-mêmes. De quoi ont-ils besoin? Aujourd'hui, il y a la question de l'eau, la question des intrants. C'est très important. Et surtout lorsque nous prenons vers le nord du Togo, avec la question sécuritaire, je pense que l'État doit aujourd'hui protéger les producteurs et les productions. Parce que les paysans de la région des savanes ne sont plus en sécurité. Avoir les exactions aujourd'hui avec les affaires de terrorisme, je pense que les paysans ne sont plus en sécurité. Or, nous avons une grande partie des réserves agricoles du Togo vers là. Donc, au cours de cette discussion-là, j'aurais souhaité que cette question de sécurité des producteurs et la sécurisation des productions soit abordée pour qu'on puisse préserver au moins le minimum qui est là. Donc, aujourd'hui, le paysan, l'agriculture togolaise a besoin du pragmatisme. On n'a plus besoin de discours. Il faut aller aux actes. Et les actes, c'est quoi? C'est donner aux paysans ce dont il a besoin. Est-ce qu'on a un après FOPAT? Est-ce qu'on va avoir, on a un avant FOPAT? On va avoir un après FOPAT avec ces déclarations fortes du chef de l'État? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Samuel. Je préfère qu'à un moment donné, qu'on arrête ce genre de rencontres. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est de trouver les vrais paysans, les rencontrer dans les localités. Même s'il ne faut pas médiatiser, il faut avoir le temps de causer effectivement avec ces populations. Samuel, je ne peux pas imaginer que la tomate nous vienne par exemple du Burkina. Pommes de terre nous viennent du Burkina. Les choux nous viennent du Burkina. Les pastèques nous viennent du Burkina. Alors que quand vous prenez par exemple le paysage au niveau du nord, mais c'est le même paysage jusqu'au Burkina Faso. Oui. Qu'est-ce que les populations du nord ont besoin? Ils ont besoin de l'eau. Si aujourd'hui ils ont cette eau-là, je vous dis, l'agriculture sera développée. Aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, au fait, c'est l'eau. Parce que quand vous prenez par exemple le nord, il n'y a seulement qu'une saison. Une saison pluvieuse, une saison sèche. Qui est très longue d'ailleurs. Très longue d'ailleurs, vous voyez. Alors que vers le sud, c'est autre chose. Si par exemple au nord, on arrivait à développer par exemple ces barrages et que les cultivateurs, les paysans puissent pratiquer par exemple l'agriculture goutte à goutte. Je vous dis que mais quand le président dit que l'agriculture doit nourrir son homme, mais je vous dis ça serait conjugué effectivement au passé. Parce que les gens ont la volonté de le faire. Mais c'est parce qu'ils ne disposent pas effectivement les moyens pour le faire. Ils viennent d'évoquer par exemple l'insécurité effectivement dans cette localité. La plupart de ceux qui cultivaient au niveau de Pengal et autres, les gens ont fui. Les gens ont plus besoin de sécurité que de parler de leur terre. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je crois que le chef de l'État il a la bonne volonté de le faire, mais ce qui reste aujourd'hui, il faut accompagner ces populations-là. Les accompagner veut dire il faut que nos paysans puissent avoir accès au crédit. Vous vous rappelez qu'au Togo, dans un passé lointain, il y avait la CNCA, la Caisse nationale de produits agricoles. Je crois que c'est des choses quand même il faut encore revaloriser. C'est des choses qu'il faut penser. Samuel, je vous dis, à certaines localités, j'ai fait un tour dans une localité où les paysans me disaient qu'ils ont des problèmes pour garder leur argent parce que les termites et les souris bouffent leur argent. Et je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas déposer votre argent au niveau, effectivement, ne serait-ce qu'au niveau des banques ou des microfinances? Ils disent non, quand ils vont déposer l'argent là-bas, dès qu'ils ont besoin de l'argent, tout de suite pour acheter l'engrais, on dit non. Il faut des procédures, il faut ci, il faut ça. Donc, eux, ils préfèrent garder leur argent à la maison. Et ça crée des problèmes. Vous voyez, c'est des gens qu'il faut organiser, c'est des gens qu'il faut assister
pour qu'ils effectivement puissent développer ce qu'ils ont dans la main comme agriculture. On a aussi l'initiative MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. C'est fondé sur le partage du risque. Ça a été lancé en grand pompe, comme toutes les choses du Togo d'ailleurs, et on a pensé que bon, ça allait révolutionner l'agriculture. Le bilan aujourd'hui pour vous, est-ce que depuis le lancement du MIFA jusqu'à aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on a une agriculture progressive, qui progresse, qui fait plus de résultats? Non, moi je pense que si le MIFA avait donné un résultat probant, le chef de l'État n'allait pas dire aujourd'hui qu'il faudrait que l'agriculture nourrisse, notre agriculture nous nourrisse. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire, qu'on soit plus pragmatique. En laissant les organisations concrètes de gauche à droite. Non, il faut aller vers les acteurs eux-mêmes, les concernés, les paysans eux-mêmes. De quoi ont-ils besoin? Le minimum pour pouvoir travailler et mettre ce minimum-là à leur disposition, leur apprendre comment gérer ce minimum-là. Je pense que ça va aller. Mais si c'est des mécanismes concrets, je pense que c'est des hommes quand même aux mains au niveau de ces mécanismes-là. Et lorsqu'on met des hommes, vous-même vous voyez, qui ne sont pas directement acteurs concernés, parce que vous voyez, les questions de détournement, de malversation, tout ça là, ça va toujours continuer et le secteur va être toujours abandonné. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être pragmatique, rencontrer les paysans tels que M. Jacques venait de le dire. Ils expriment leurs besoins et qu'on puisse créer directement des solutions, trouver des solutions directement à ces paysans-là, dans chaque localité. Je pense que chaque localité a sa spécificité. Ce que les paysans de Pendjal ont besoin, ce n'est pas la même chose que ceux de Sior ont besoin. Donc, il faudrait vraiment aller à la rencontre de ces paysans-là, mais pas dans ces genres de discussions comme ces forats qui ont été organisés, parce que, vous savez, c'est les hommes qui organisent. Nous avons des autorités qui sont là. Lorsque quelqu'un a des failles peut-être quelque part qu'il ne veut pas se laisser découvrir, mais il y a des gens qu'il peut choisir pour être présent au niveau de ces réunions-là. Et celui qui a été choisi dira seulement, il sera le messager de celui qui l'a choisi. Donc, le chef de l'État n'aura pas la réalité de ce que vivent les paysans. Si il allait directement vers les paysans, je pense que c'est mieux. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en même temps aussi, nous nourrir de ce que nous produisons nous-mêmes, ça demande aussi qu'on puisse, j'ai envie de dire, sensibiliser les populations à la consommation locale. Ce volet-là aussi ne marche pas beaucoup, hein, il faut le dire. Vous savez, le vrai problème, sur le volet dont vous venez d'évoquer tout à l'heure, vous savez, il a été dit, quand vous allez par exemple à l'intérieur du pays, Samuel, vous allez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans la culture du maïs. Les gens ne sont plus dans la culture du mil, ni du sorgho. Mais c'est le soja. De rente. Oui, les gens cultivent seulement le soja. Et vous savez, le soja, c'est quoi? C'est à un moment donné. Vous vendez, vous prenez l'argent. Mais vous avez l'argent entre les mains. L'argent là ne peut pas acheter quelque chose pour vous. Manger. Vous voyez? Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État également puisse repenser à ça. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les paysans, on les a dit dans les hameaux les plus reculés, que pour aujourd'hui faire couler votre soja, Pierre est là, Pierre va acheter. Et finalement, les gens sont là, ils courent aujourd'hui vers la culture effectivement du soja. Vous voyez? Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse sensibiliser nos paysans. Aujourd'hui, si vous cultivez le soja, c'est vrai, vous aurez l'argent. Mais après, vous avez l'argent entre les mains, vous n'allez pas acheter le maïs. Vous ne pourrez pas vous acheter le mil. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'autre aspect, c'est de sensibiliser la population en leur disant, c'est vrai la culture du soja, mais à côté de ce soja-là, il faut que vous puissiez avoir le maïs et le mil pour pouvoir survivre. Vous voyez? Donc je crois que c'est vraiment toute une batterie de méthodes, de méthodologie et de rencontres qu'il faut avoir directement avec ces paysans. Les gens, on les amène dans les chambres climatisées. Après, quand ils repartent, c'est le palu. Parce qu'ils n'ont jamais... Le froid les prend. Ouais, donc je crois qu'ils ne sont pas habitués. Parce qu'il y a un Rafa passé à Tchévier. Quand j'ai vu. C'est-à-dire, quand il est rentré, il a pris froid. Il a fui. Il dit, mais mon frère, il y a quoi? Il dit non, que lui ne sait pas pourquoi tellement c'est frais là-bas comme ça. Et que ses eaux tremblent. Il est parti. Donc, quelqu'un comme ça, vous le mettez là-bas, il ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Vous voyez? Donc, je crois que le chef de l'État puisse une fois encore avoir le temps de rencontrer les gens individuellement. Il y a les choses que les gens veulent vraiment dire au président.
Mais lorsqu'on dit, on chante dans les oreilles des gens, bon, allez dire. Les gens le répètent, vous voyez. Et quand la personne, par exemple, est dans la salle, se perd dans ses papiers, bonjour les dégâts. Moi, je crois que quelque part, il y a beaucoup de choses à faire dans cette agriculture parce qu'on a tellement englouti. Il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. Il faudrait que cet argent-là serve effectivement à développer notre agriculture, comme vous l'avez bien dit, la consommation locale. Je ne peux pas imaginer, Samuel, qu'on dise encore que le Japon est là à nous donner encore du riz. Merci Jacques Diakouty d'être passé dans cette émission. Merci. Abel Badassé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve le samedi prochain.